Bonjour. Je voulais remercier déjà l'université de m'avoir sollicité et invité à faire une petite conférence sur un de mes, comment dirais-je, de mes sujets de travail, on va dire ça comme ça. Donc je vais me présenter. Je m'appelle Bernard Rocorbet. Je travaille à la direction régionale de l'aménagement dans l'environnement de Corse, qui est un service déconcentré du ministère de l'écologie. Donc, ça fait pas mal d'années que je suis dans ce service, une vingtaine d'années. Donc, évidemment, les missions ont évolué. J'avais été recruté notamment pour travailler sur Natura 2000, mais je travaille également sur les inventaires SNIEF, dont je vais vous parler aujourd'hui. Bon, un sujet qui, par certains côtés, est assez intéressant, par d'autres un peu moins, mais qui a quand même des conséquences sur la gestion et l'aménagement du territoire. On en parlera tout à l'heure. Au niveau du temps qu'on m'a donné, je crois qu'il y a à peu près 1 heure avec les questions, donc je vais essayer d'être relativement bref, ou peut-être trop rapide, je ne sais pas. Voilà, donc parmi vous, je vois qu'il y a des gens que je connais, ça fait plaisir. Ils connaissent probablement pas mal de choses là-dessus. Donc l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique et sa modernisation en Corse, voilà le thème que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà. Donc le plan de présentation, grosso modo, je vais vous faire un petit historique et l'objet de l'inventaire. Les textes de base, une présentation assez rapide. La définition des SNIEF, des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. La prise en compte et les effets juridiques, en bref, à quoi ça sert. Et le principe de la modernisation de l'inventaire. Puis ensuite, j'ai un petit montage, si vous voulez, qui concerne l'inventaire de SNIEF et la loi littorale, qui peut vous intéresser également. D'autant que c'est fait souvent l'objet de la une de l'actualité en Corse. Alors l'historique de l'inventaire. Bon, les inventaires naturalistes, si vous voulez, ont été initiés de longue date, notamment par les sociétés savantes, à partir du XVIIIe siècle, voire du XIXe, un peu plus, notamment avec la création du Muséum national d'histoire naturelle, qui date, je pense, c'est le XVIIe ou XVIIIe siècle, XVIIe siècle. Néanmoins, ces inventaires n'avaient jamais été très structurés jusqu'à une date relativement récente. Et donc en 1973 a été entreprise un pré-inventaire des richesses naturelles de la France sur le modèle du patrimoine artistique et en l'absence de cadre administratif prédéfini. Alors quand je parle de modèle du patrimoine artistique, c'est notamment l'inventaire des sites du patrimoine donc bâti, et puis également les sites remarquables au titre du paysage notamment. Cette démarche d'inventaire SNIEF a été initiée dès 1982 par le ministère de l'Environnement et le Muséum national d'histoire naturelle, qui avait un rôle essentiellement, si vous voulez, de contrôle scientifique, et puis également au niveau méthodologique. Alors l'objet de l'inventaire concerne essentiellement l'inventaire de la faune et de la flore, mais également des habitats. Tout ce qui est minéralogique, géologique, paléontologique, c'est un autre volet des inventaires qui maintenant est pris aussi en compte. Si vous voulez, on travaille également dessus, mais je ne vous en parlerai pas spécialement aujourd'hui. En tout cas, c'est un dossier qui avance également. Alors, il y avait une première référence, si vous voulez, juridique concernant ces inventaires. Qui date donc de 10 octobre 1989, avec une circulaire d'application relative à l'application de la loi littorale, le L 146.6 du Code de l'urbanisme. Ensuite, il y a une simple circulaire du 14 mai 1991 à valeur technique qui évoque également l'inventaire SNIEF. Ensuite, l'article 23 de la loi paysage du 9 janvier 1993 est souvent considéré comme la base légale de l'existence des SNIEF. Et ensuite, il sera intégré à l'article L 411.5 du Code de l'environnement, prenant donc un statut législatif. Bon, là, j'ai l'inventaire du patrimoine naturel est institué sur l'ensemble du territoire national, terrestre, fluvial et marin. Alors aujourd'hui, je vais vous faire surtout une présentation de l'inventaire terrestre. D'abord, je ne m'occupe pas de l'inventaire marin, et puis il faut dire que ce dossier-là est beaucoup moins avancé, c'est un peu plus compliqué. Parmi vous, certains comme M. Perjean pourraient en parler un petit peu, mais c'est un chantier qui est en cours, mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'inventaire défini. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les bases de certains inventaires, mais ce n'est pas formalisé. Donc fluvial, oui, bien sûr, il y a les fleuves, notamment en Corse.
Donc je vous ai donné un peu le champ d'application, hein, c'est-à-dire ça concerne essentiellement la faune et la flore. Et puis depuis quelques années, avec la directive sur la conservation de la nature, directive Habitat et le réseau Natura 2000, on prend en compte aussi les habitats d'intérêt national et européen. Donc l'État en a la responsabilité, si vous voulez, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau régional, les collectivités peuvent éventuellement initier des inventaires dès lors que ça s'inscrit dans la méthodologie qui a été définie au niveau national. Hein, les collectivités, ça peut être une commune, ça peut être, bon, encore ça pourrait être la CTC, voilà, éventuellement des communautés de communes, pourquoi pas. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est plutôt au stade embryonnaire concernant les communes, alors que de plus en plus le paysage est pris en compte, mais c'est vrai que les inventaires de faune et de flore, c'est encore pas vraiment développé. Alors les inventaires sont conduits sous la responsabilité effectivement du Muséum national d'histoire naturelle qui a cadré la méthodologie. Voilà, et donc effectivement ces inventaires, une fois qu'ils ont été élaborés, donc on peut faire l'objet de communication auprès des collectivités pour qu'elles soient prises en compte dans le cadre notamment des documents d'urbanisme, et j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, au niveau de la méthodologie, l'inventaire SNIEF distingue deux types de zones. Les zones de type 1 qui sont en général relativement limitées en surface, caractérisées par la présence d'espèces et d'associations d'espèces ou de milieux rares remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel, national ou régional. Pour vous illustrer ça concrètement, je vais peut-être passer à la diapo suivante. Non, c'est peut-être pas la mieux. Alors voilà, une petite zone, vous voyez, bien localisée. Là, par hasard, elle est en forme de cœur, hein, mais ça aurait pu être un as de pique. Hein. Ne vous inquiétez pas pour ça. Donc c'est relativement faible en surface. Et les SNIEF de type 2, elles, sont des ensembles beaucoup plus vastes, si vous voulez, qui peuvent englober à leur sein des SNIEF de type 1. Je vais prendre un exemple très concret. C'est par exemple un territoire d'Aigle Royal, hein, qui peut représenter plusieurs milliers d'hectares, ou du gypaète barbu en Corse, hein, vous en avez entendu parler. Et à l'intérieur duquel on va faire une SNIEF de type 1 pour localiser, alors pas de manière ultra précise, ça peut poser des problèmes déontologiques, mais par exemple les nids et la proximité des nids de ces grands rapaces. Là, on aura la SNIEF de type 1 sur la zone des nids, et on aura la type 2 sur l'ensemble de la zone que va fréquenter l'oiseau. Voilà un peu schématiquement ce qu'on peut dire sur ces SNIEF de type 1 et de type 2. La différence est là. Alors là, j'ai deux exemples, si vous voulez. À droite, la photo, bon, ne concerne pas la Corse, mais vous avez une vallée alluviale qui est un système écologique relativement complexe et qui, effectivement, si vous voulez, s'étire en longueur sur une certaine largeur. Là, on peut considérer que c'est une SNIEF de type 2 et à l'intérieur de laquelle on va peut-être, par exemple, trouver des colonies de hérons, hein, c'est des espèces qui vont se nourrir de poissons essentiellement, qui peuvent être localisées à quelques bosquets. Et là, on aura une SNIEF de type 1 sur cette zone, ou des hotspots, par exemple, pour la flore avec une tourbière dans la zone alluviale. À gauche, vous avez un exemple de SNIEF de type 2. Vous voyez, c'est en rose violacé, là, hachuré, à l'intérieur de laquelle on voit un petit patatoïde là, vert. C'est une SNIEF de type 1 à l'intérieur. Bon, ça, c'est un exemple en Corse qui localise quelques espèces remarquables à l'intérieur de la SNIEF de type 2, avec notamment des aires de rapaces et puis une plante qui est localisée uniquement sur des zones rocheuses. Bon, là, je pense que je vais vous parler un tout petit peu des aspects juridiques, puis après on reviendra un peu à la méthode rapidement. Donc la doctrine administrative, c'est de dire que l'inventaire SNIEF facilite l'appréciation de la mise en œuvre des lois et règlements opposables en matière de protection de l'environnement. Alors la présence d'une SNIEF n'a pas de portée réglementaire en tant que telle, il faut le savoir, c'est important, mais indique la richesse et la qualité des milieux naturels. Il convient donc de veiller à la présence d'espèces protégées pour lesquelles une réglementation existe. La doctrine juridique rejoint cette position, notamment l'article L121.2 du Code de l'urbanisme, qui prévoit que les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant d'assurer la survie de ces espèces. Bon, j'y reviendrai tout à l'heure. En tout cas, c'est vrai que l'inventaire SNIEF fait l'objet d'un porté à connaissance auprès des communes, par exemple, dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme, ou d'autres schémas, comme le PADUC, dont vous avez entendu parler, qui est en cours d'élaboration. Concernant la jurisprudence, elle est assez hétérogène et elle doit être analysée donc avec prudence.
Quelques points forts, malgré tout. Le juge sanctionne assez fréquemment la mauvaise prise en compte d'un inventaire SNIEF, dès lors qu'elle aurait dû servir de référence scientifique utile à la décision publique. C'est vrai que si vous voulez, on a une méthodologie qui est très lourde qui permet de définir cet inventaire, donc ça veut dire que c'est quand même un outil qui est sérieux. Et il se base plus souvent sur un faisceau d'indices, et notamment la SNIEF en fait partie, si vous voulez. Donc ce n'est pas uniquement la SNIEF, il y a d'autres éléments qui peuvent être pris en compte. Alors l'article L 411-5 du Code de l'environnement fait obligation à l'administration de porter à la connaissance des collectivités les données de l'inventaire dans le cadre de l'élaboration des documents d'urbanisme. Donc ça, c'est indispensable. Bon, le PADUC étant un document, on peut considérer d'orientation et d'aménagement, c'est également la même chose. Alors là, je vais revenir un peu dans la méthode qui permet d'élaborer une zone d'intérêt écologique ou éventuellement de la moderniser. Alors, une étape préalable, si vous voulez, qui vous paraîtra peut-être un peu administrative, mais qui est une composante scientifique importante, c'est la constitution du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, le CSRPN, par le préfet. Donc, c'est une instance qui regroupe des scientifiques de différentes spécialités. Gérard Perjean en fait partie. Donc, il y a des spécialistes du milieu marin, des botanistes, etc. Voilà, donc des ornithologues, des mammalogistes qui étudient les mammifères, des ichtyologues aussi, éventuellement. Vous voyez, donc c'est assez hétéroclite, mais c'est important d'avoir cette composition assez variée, des économistes aussi. Et ces gens-là vont se prononcer notamment, parce qu'ils ont d'autres choses à faire, bien sûr, notamment sur ces inventaires SNIEF, donc et donner un avis sur leur crédibilité, leur contenu, etc. Donc c'est la première étape, évidemment, il faut que ce conseil scientifique existe, sinon l'inventaire SNIEF ne peut pas être, comment dirais-je, validé, ou au moins en tout cas faire l'objet d'avis. Donc le premier travail du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel en Corse, quand il a été créé officiellement, si vous voulez, ou recréé, parce qu'il en existait un bien plus anciennement, donc à partir de 2005, c'était de définir une liste d'espèces et d'habitats qu'on a définis comme déterminants. Ça, le guide méthodologique, je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure, le guide méthodologique du muséum définit maintenant, depuis 2005 et un peu avant, une liste d'espèces ou d'habitats naturels déterminants, c'est-à-dire qui ont une forte valeur patrimoniale et qui vont être pris en compte dans ces inventaires. Donc c'est plutôt des espèces à forte valeur patrimoniale, soit parce que elles ont un intérêt pour la conservation de la nature, soit qu'elles sont très menacées, qu'elles présentent une identité particulière. Je pense notamment aux espèces endémiques, dont on parlera tout à l'heure éventuellement, bien sûr. Donc cette liste, si vous voulez, est préparée par des gens comme moi, puis par des spécialistes également, et ensuite soumise à l'avis du CSRPN. Donc là, une première liste avait été présentée en 2005. Et ça nous a permis de travailler sur la modernisation de cet inventaire, parce que je vais y revenir tout à l'heure. Il y avait un premier inventaire qui avait été fait pour 1990. Donc cette liste, bien sûr, elle peut être amendée en fonction de l'évolution des connaissances. Vous savez que les espèces, c'est un monde vivant, donc ça évolue. Ça peut être à la baisse, à la hausse, pour différentes raisons d'ailleurs. C'est pas forcément uniquement des destructions, ça peut être simplement l'évolution des biotopes, par exemple, qui est très importante. Vous imaginez qu'une espèce de milieu ouvert, c'est-à-dire de prairie, si elle se reboise, l'espèce elle a tendance à disparaître. Et puis il y a la connaissance qui évolue également, notamment chaque année ou presque de nouvelles espèces sont découvertes. Alors en Corse, on est un peu privilégié pour certains taxons, notamment même pour la botanique par exemple. Il y a des nouveaux taxons qui ont été découverts encore récemment, puisqu'on a des espèces endémiques et qui ont fait l'objet d'une description. Donc dans la première liste de 2005, elles n'apparaissaient pas forcément, mais comme elles ont été décrites récemment et qu'elles sont très très localisées, voire très rares, elles peuvent apparaître dans les listes qui évoluent. Donc régulièrement, on fait évoluer cette liste d'espèces déterminantes qui va nous permettre ensuite de travailler sur cet inventaire. Donc, sur la base de ces listes, actualisation secteur par secteur selon les priorités. Donc, je vous parlais d'un premier inventaire de 1990. On verra les chiffres un peu tout à l'heure. Bon, c'est pas très important les chiffres. Un premier inventaire a été mené de 1982 à 1990. Donc, vous voyez, ça, vous qui êtes relativement jeune, ça date quand même un petit peu. Et ce premier inventaire, si vous voulez, c'était basé sur les connaissances de l'époque. Et depuis, la connaissance a beaucoup évolué. Donc, il était indispensable de l'actualiser. Et puis à l'époque, on n'avait pas cette notion d'espèce déterminante, c'est-à-dire qu'en fait, c'était vrai que c'était un peu une appréciation, je veux dire, au dire d'experts, mais qui n'était pas très bien calée, quoi. Donc ça posait quelques soucis quand même. Donc il y avait urgence à moderniser cet inventaire.
On a essayé de définir des priorités et donc de ce point de vue-là, il y a eu quasiment unanimité, je dirais, au sein des services pour définir d'abord une priorité pour travailler sur le littoral, si possible. Ensuite, une harmonisation avec le réseau Natura 2000, puisque le réseau Natura 2000 est constitué de 2 directives européennes sur la conservation de la nature, qui est l'architecture générale au niveau européen, si vous voulez, pour la conservation justement de cette dite nature. Et donc, on souhaitait faire une harmonisation parce que l'inventaire SNIEF, si vous voulez, en le modernisant, on allait se retrouver en décalage avec ce fameux réseau Natura 2000 qui, lui, avait bénéficié de toutes les connaissances depuis 1990. Les zones humides également, c'est important hein, parce qu'il y a un plan national d'action zones humides, mais bon, c'est vrai qu'on sait que les zones humides ont tendance à pas mal se combler, elles sont assez localisées surtout, et souvent ça recèle un patrimoine très riche, hein, notamment en termes de diversité. Et donc, il est important de les conserver. C'est vrai que le document, l'inventaire SNIEF est un document d'alerte, donc je vous le disais tout à l'heure. Et de ce point de vue-là, leur inventaire est important. Et puis, bien sûr, il y a d'autres espaces hein, qui peuvent être très variables. Hein. On pourrait prendre des exemples, mais pour en reparler tout à l'heure, notamment des sites qui peuvent présenter aussi un intérêt paléontologique parfois. Juste à Corté, par exemple, un exemple très concret. Sur Corté même, vous avez un site où vous avez des mollusques particuliers, si vous voulez. Bon, ça coïncide avec une lentille calcaire où on trouve aussi un site paléontologique intéressant. Donc là, évidemment, l'inventaire SNIEF a permis je dirais, de le signaler, entre guillemets. Alors, c'était connu de certains spécialistes. Bon, le petit souci, c'est qu'on est arrivé un tout petit peu tard pour sauver, je dirais, une plus grande zone. Hein. Mais bon, tant pis, hein. C'est comme ça. Bon, alors les étapes de la modernisation de ce fameux inventaire, donc il faut bien comprendre que première étape, 1982-1990, un premier inventaire qui avait été fait, avec des zonages, porté à connaissance auprès des communes, mais nécessité à partir de 2000 au moins de l'actualiser, puisqu'il y avait beaucoup de nouveautés en termes de connaissances. Un gros travail de fait par les botanistes, les ornithologues, les phytosociologues, etc., les entomologistes aussi. Et tout ça devait être mis à niveau pour que cet inventaire soit, je dirais, opérationnel, efficace et surtout crédible auprès des élus notamment, puisque pour eux c'est important, hein, pour l'aménagement du territoire, on le verra tout à l'heure. Alors ça fonctionne comment? Que vous créez une nouvelle SNIEF ou que vous modernisez une SNIEF existante, la méthode est à peu près la même si vous voulez. D'abord ça passe par une phase de bibliographie, ça c'est important parce que il y a un certain nombre de gens qui publient des choses sur la faune, la flore, hein, donc, dans des revues spécialisées. Par exemple, la Société des sciences naturelles et historiques de la Corse, qui publie régulièrement une revue. Il y a des revues scientifiques nationales également, hein, comme la revue Alauda, par exemple, pour les oiseaux, dans laquelle on peut trouver un certain nombre d'informations. Il y a également des rapports d'étudiants, hein, bon, vous en faites partie, vous pourrez être appelé à rédiger éventuellement un mémoire de master ou autre sur, je sais pas moi, sur les Posidonies ou sur le Pinna nobilis ou je ne sais quoi moi, hein. Donc, ou sur les araignées, pourquoi pas, hein. Donc, on se passionne pour les araignées à l'Adréal depuis peu de temps. Et à partir de là, donc, il y a un certain nombre d'une masse bibliographique qu'on peut utiliser. Il y a également des citations à titre, je dirais, personnel, hein, ça peut arriver également, qui peuvent être géoréférencées ou non dans des bases de données. Bon, ça c'est relativement nouveau, les bases de données, hein, depuis 1995-2000, quoi, qui peuvent exister. Tout ça, c'est de la bibliographie. Alors ensuite, si vous voulez, une fois qu'on a fait un peu ce diagnostic bibliographique, on voit s'il est nécessaire de faire des inventaires complémentaires. C'est vrai que si quelqu'un a travaillé pendant 2 ans sur une zone, sur les oiseaux par exemple, il n'y a peut-être pas justification à refaire des inventaires. Le ministère de l'écologie nous avait donné quelques moyens pour compléter ces inventaires. En croisant avec d'autres moyens qui nous étaient donnés pour faire ces inventaires, notamment le réseau Natura 2000, avec l'Office de l'environnement, etc., l'Office national de la chasse, l'ONF, on peut arriver à regrouper un certain nombre de choses. Et les inventaires complémentaires sont faits, si vous voulez, lorsqu'on le juge nécessaire sur certains secteurs. Donc, on a essayé de mettre l'accent quand même sur les taxons. Alors, les taxons, c'est le groupe des espèces, si vous voulez, ou les espèces, si vous préférez, les moins connus. Ce qui n'est pas évident, parce que bon, les moins connus, en général, c'est tout ce qui est insectes, invertébrés, l'entomologie, en général. Les amphibiens, les reptiles sont relativement bien connus, bien que la connaissance ait beaucoup progressé quand même ces dernières années également. Les oiseaux sont bien connus. La flore, bon, je sais que ça pourrait faire bondir certains, mais relativement bien connue aussi. Donc on avait essayé de privilégier les inventaires sur les taxons et les espèces les moins connues. Alors, pour illustrer un peu cet exemple, vous voyez par exemple pour les araignées,
qui représentent des milliers d'espèces encore, c'est très important. Alors, les araignées sont différents des insectes, hein, c'est un peu différent. Actuellement, on n'a pas de liste de référence d'espèces déterminantes parce qu'on a un manque de connaissances. Donc aujourd'hui, si vous voulez, il n'y a aucune araignée en Corse qui soit déterminante. Donc elles ne sont pas prises en compte dans l'inventaire SNIEF. Alors vous me direz, c'est pas grave, on s'en fout, les araignées, au contraire, ça fait peur et tout. Néanmoins, c'est quand même problématique parce qu'on a parmi les araignées un certain nombre d'espèces, notamment endémiques, des espèces très intéressantes. Et puis, je dirais qu'elles sont plutôt bien présentes, finalement, hein, vous le savez tous. Et je dirais c'est une forme de vie comme une autre et c'est important de les prendre en compte quand on peut. Mais aujourd'hui, on n'est pas opérationnel pour ça. Donc, on a en cours une série d'inventaires qui vont nous permettre de mieux définir comment dirais-je, la richesse en araignées en Corse et qui nous permettra effectivement de déterminer un certain nombre d'espèces déterminantes avec des biotopes particuliers, très localisés pour certaines endémiques, etc. Donc voilà, on commande donc si vous voulez quelque part. Alors, souvent on sous-traite à des bureaux d'études, bon spécialisés bien évidemment. Parfois ça peut être des associations aussi qui ont des gens qui sont spécialisés dans certains domaines, hein. Voilà. Et ensuite, si vous voulez, sur la base de ce travail-là, on établit la liste des habitats et des espèces déterminantes dont je vous parlais, qui sont représentés sur le site. Et on va essayer d'établir un zonage. Alors je vous disais qu'on peut soit éventuellement créer des SNIEF, c'est-à-dire qu'effectivement, sur la base de la bibliographie et des inventaires, considérer qu'un certain espace justifie d'être une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ou au contraire la réviser quand elle existe déjà. Alors ça peut être une révision à la baisse ou à la hausse, hein. Alors ensuite, si vous voulez, dans les différentes étapes, il y a une présentation de ce travail qui est fait au Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, qui émet un avis. Sur la base de ces avis, et ensuite on fait une information, on essaye, parce que bon, avec nos moyens limités, c'était pas si évident que ça, de faire une information auprès notamment des collectivités, avant un porté à connaissance officielle. On peut faire des ajustements en cas de contestation. Des ajustements aussi liés éventuellement à d'autres réseaux d'espaces naturels entre guillemets protégés, puisque je vous dis bien que l'inventaire SNIEF, ce n'est pas une protection en tant que telle. Notamment, je pense à Natura 2000, qui était une priorité, un ajustement. Donc une harmonisation de zonage. Ensuite, si vous voulez, il y a un travail technique administratif de remplissage de formulaires, calage des contours, etc. Puis après, l'envoi au Muséum national d'histoire naturelle, des propositions. Qui valident en général les propositions qui sont faites en région, hein, parce qu'ils n'envoient pas à chaque fois un spécialiste pour vérifier ce qu'on a fait, hein. Donc, entre guillemets, si d'un point de vue purement technique ça colle, si vous voulez, s'il n'y a pas d'aberration dans les fiches, en général ils valident. Il peut y avoir qu'il y ait des erreurs, si vous voulez, parce que vous utilisez régulièrement les outils informatiques, vous avez vite fait cliquer sur une manette qui n'est pas la bonne, hein. Alors vous vous retrouvez avec, je sais pas moi, je donne un exemple très concret, je sais pas, du vautour fauve à la place de l'aigle royal, c'est embêtant quand même. Mais ça, ils s'en rendent compte, hein. Voilà. Donc ensuite, si vous voulez, une fois que la SNIEF est validée par le Muséum national d'histoire naturelle, elle peut être mise en ligne. Et ensuite, elle fait l'objet de porter à connaissance auprès des communes, des municipalités, des communautés de communes, des aménageurs également, hein, lorsque par exemple vous avez un projet de carrière, on porte à connaissance, au conseil général aussi, par exemple pour un projet routier, des choses comme ça. Donc tout cet outil sert à ça. Alors je vous disais qu'on utilisait de la bibliographie, hein. La bibliographie, elle est très variable, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ça peut être des documents très anciens, ça pose problème parce que effectivement, est-ce que les éléments cités dans cette bibliographie existent toujours? C'est pas certain. Alors à ce moment-là, il faut peut-être faire une actualisation, c'est-à-dire financer des inventaires complémentaires, comme des documents très récents. Bon, je reviens un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. La modélisation de l'inventaire, si vous voulez, s'appuie sur différentes choses, hein. Une définition plus complète des milieux naturels et des espèces de faune et de flore concernées pour éviter les contestations notamment. Une meilleure hiérarchisation des intérêts. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais le travail du CSRPN est important en la matière, hein, au niveau notamment des espèces déterminantes et des habitats. Une meilleure implication des naturalistes également, c'est-à-dire que les gens qui font à titre bénévole souvent des inventaires sur le terrain, parce qu'il y a toute une communauté de naturalistes qui existe au niveau international et national, et y compris en Corse bien entendu, qui font un gros travail, souvent bénévole d'ailleurs. Donc après, au niveau codage, si vous voulez, on a
uniformisation avec les codages européens, donc ça c'est important, ça permet de recouper les listes, notamment avec les codes Corine. Bon, je vais revenir quand même sur les espèces, c'était un peu barbare là, ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Quelques espèces pour illustrer le propos concernant la flore et la faune en Corse. Bon, ça va être très très rapide, hélas, on serait mieux sur le terrain. Donc il faut quand même souligner un endémisme record pour la France métropolitaine. Hein, donc, puisqu'on a 8% de la flore qui est endémique, hein, ce qui est quand même considérable. Donc, et là, c'est de l'endémisme qui peut être strict, comme un peu plus large. Hein. Endémisme strict, c'est strictement la Corse. Endémisme un peu plus large, ça peut être des espèces qu'on va trouver uniquement, par exemple, en Sardaigne et en Corse. Les mollusques sont très, très, très localisés également. On a plus de 25% des mollusques terrestres qui sont endémiques. C'est assez important, hein. C'est même très, très important. Et 28% des amphibiens. Alors, à contrario, pour les espèces de faune, on a souvent une diminution de la diversité, par contre. Hein. Ça, c'est souvent une petite erreur que font les gens. Ils confondent un peu l'originalité et la diversité. En Corse, comme sur toutes les îles, si vous voulez, on a quand même un appauvrissement du nombre de taxons en général, du nombre d'espèces présentes, du fait du confinement, si vous voulez, du fait aussi que les biotopes sont souvent de surface limitée et que certaines espèces ne peuvent pas s'installer. Pour prendre un exemple très concret, la pie bavarde, que certains d'entre vous connaissent peut-être sur le continent et qui est très commune, ici elle est absente. La mésange nonnette également pour les oiseaux, vous voyez, donc des taxons qui sont relativement communs sur le continent peuvent être absents. Pour les poissons, c'est très caractéristique. On a très peu de poissons d'eau douce présents en Corse à l'état naturel. Bon, on a évidemment la truite, alors sous différentes formes, hein, puisqu'on a la truite macrostigma de montagne. On a également la truite méditerranéenne qui est pas mal corcisée maintenant depuis des milliers d'années. Mais par contre, il nous manque tout un tas d'espèces, notamment les cyprinidés, hein, la carpe, etc., qui viennent d'être introduits d'ailleurs. Notamment, vous avez par exemple le verron, hein, qui est un petit poisson qu'on trouve à Corté maintenant, mais qui a été introduit très récemment. Alors, à contrario de la diversité, donc, on a quand même un endémisme formidable qui attire d'ailleurs énormément je dirais, les naturalistes, les biologistes du monde entier. Hein. Alors, un petit exemple, là, donc, vous avez un myosotiste, le myosotiste de haute montagne, hein, qui est sur la droite, la bleue, là. Vous avez les Brassica insularis. Alors, je le montre souvent, le Brassica insularis, parce que c'est des espèces qui présentent un intérêt également pour l'agriculture, éventuellement, hein, puisque c'est une banque de gènes importante à conserver, puisque la biodiversité, c'est aussi conserver une banque de gènes avec des espèces très variées qui peuvent avoir comment dirais-je, des possibilités de développement en agriculture, mais aussi au niveau médical, hein, des applications. Donc, le chou insulaire, évidemment, c'est de la famille des choux, mais c'est un chou qui est particulier. Là, c'est la sous-espèce à fleur jaune qui se trouve sur Corté, hein, un peu au-dessus, là, donc c'est pas loin d'ici, pour ceux qui connaissent. Vous avez la rhum mange-mouche également. Alors lui, ils sont très mauvais hein, quand vous en approchez au printemps et qu'il est en floraison. Justement, cette mauvaise odeur attire les insectes pour la fécondation et la reproduction, qui était endémique un peu plus large. Hein. Voilà, donc au niveau endémisme pour la faune, on a quelques espèces remarquables. On a la truite macrostigma, alors qui n'est pas forcément élevée au rang d'espèce pour l'instant, mais qui est quand même très importante. Alors vous noterez que la robe, pour les spécialistes ou les pêcheurs, elle n'a pas forcément des grosses taches rouges, cette truite macrostigma, parce qu'elle affiche un polymorphisme marqué selon les bassins versants. C'est-à-dire qu'en fait, le phénotype, si vous voulez, parce que l'aspect visuel, moi je suis pêcheur de truite, donc je peux vous en parler pendant des heures. Le phénotype, si vous voulez, est variable selon les bassins versants, mais n'empêche que c'est quand même la truite corse. Hein. Ça, c'est les indicateurs, les marqueurs génétiques qui nous l'ont montré. Et parfois, il est vrai qu'il est difficile, simplement visuellement, de différencier une truite corse d'une truite introduite, la truite atlantique. Puisque la truite atlantique a été introduite sur la base d'une souche originaire des pays scandinaves, notamment du Danemark, qui se reproduit en captivité de manière très facile. Et le gros souci qu'on a avec cette truite, c'est qu'elle s'hybride. Voilà. Alors ensuite, pour la citelle corse, c'est le seul oiseau strictement endémique de Corse. Il y a des gens du monde entier qui viennent la voir. Alors je ne veux pas dire que c'est des hordes de touristes qui défilent dans la Restonique pour venir voir la citelle, hein, c'est pas vrai, mais il y a quand même chaque année quelques personnes qui viennent. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, moi, un Américain m'avait contacté pour venir la voir. Donc voilà, avis aux amateurs, hein, si vous voulez faire visiter la Corse pour montrer les citelles. Alors, la citelle corse, c'est un peu plus petite qu'un moineau, hein, à peu près, ouais, on va considérer que c'est la taille d'un moineau. Elle vit dans le Pinarich, hein, certains d'entre vous en ont peut-être vu, mais elle est quand même difficile à localiser. Pour essayer de la trouver, il faut faire un petit cri que je pourrais vous imiter tout à l'heure, mais si on a le temps seulement. Hein.
Voilà, c'est un petit secret pour la faire venir. Il y a également le mouflon, évidemment, qui est présent. Alors lui, c'est un paléo endémique. Il a été introduit par l'homme, en fait, il y a très très longtemps. Mais c'est une espèce très intéressante. Et il semblerait même maintenant qu'on ait deux souches différentes. Une souche qui se trouve donc dans le massif du Tchint, pas très loin d'ici, puis également une souche sur Bavel. Donc il y a une histoire d'introduction qui est un peu différente. Et apparemment, les deux souches ne se seraient jamais mélangées. Donc ça, c'est la génétique qui le dit, et puis également des caractères morphologiques, mais la génétique l'a quand même confirmé. Alors au niveau des habitats également, on a quand même des habitats tout à fait intéressants, hein, bien sûr, avec des paysages formidables. Parce que finalement, le paysage, quand vous rentrez dans la profondeur du paysage, eh ben, c'est composé d'espèces, etc., hein, puis de roches, etc. Donc là, quelques illustrations. Vous avez la moyenne vallée du Liamone, là, qui est très intéressante au niveau écologique, même géologique d'ailleurs. Donc la végétation de haute montagne qui est parfois très peu abondante, mais riche en endémiques. Alors en fait, si vous voulez, plus vous montez en altitude, plus vous avez d'espèces endémiques. Si Monsieur Antoine Orsine était là, il vous dirait que par exemple pour les invertébrés aquatiques, l'endémisme est très 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 important. Je crois qu'il dépasse 80% à partir d'une certaine altitude. Alors vous avez moins d'espèces que sur le continent à altitude égale, mais vous avez un plus grand nombre d'espèces endémiques. Puis évidemment, vous avez le littoral, alors qui fait quand même l'objet de beaucoup de convoitises. On trouve moins d'espèces endémiques, mais effectivement, on a quand même des composantes écologiques très intéressantes. Au niveau des espèces, on a des espèces qui ont des répartitions, des aires de répartition beaucoup plus larges, mais qui sont quand même originales et qui sont prises en compte dans l'inventaire SNIEF, bien sûr. Bon, là, j'ai mis quelques espèces emblématiques. Vous avez le gypaète barbu, qui est un grand rapace, là, le tore. En Corse, on avait une dizaine de couples encore il y a quelques années. On serait à 5 ou 6 couples maintenant, pour des raisons diverses et variées, mais essentiellement un manque de nourriture. Et peut-être un problème de variabilité génétique aussi, qui fait que la population ne se renouvelle pas bien. Donc là, tous les sites d'inventaire SNIEF concernant le gypaète sont pris en compte, bien entendu. Donc on a une population en très fort déclin et on envisage un renforcement de population éventuellement si comment dirais-je, le paramètre génétique intervenait. Parce qu'il faut savoir que le gypaète barbu était présent en Sardaigne autrefois et la population a disparu. Or, il y avait des échanges, ça c'est évident. Et le fait que la population sarde a disparu, il est possible que la population corse, par manque comment dirais-je, de mélange entre guillemets, se retrouve dans une position difficile, hein, au point de vue génétique. Une autre espèce qui est marine, et là ça va faire plaisir à Monsieur Perjean, j'aurais pu en mettre d'autres, hein, c'est la patelle géante, un Patella ferruginea, petit, ce que vous avez en bas à gauche là, qui est une patelle de forte taille, hein, qui peut aller jusqu'à 10 cm de diamètre, qu'on trouve sur les rochers, hein, une arapède qui est très difficile à décoller pour ceux qui ont essayé. Qui a largement diminué dans son aire de répartition de Méditerranée occidentale où elle est présente. Bon, curieusement en Corse et heureusement, on va le dire en même temps, elle est encore assez présente finalement. Elle ne se porte pas trop mal. Il faut dire que les gens la ramassent moins qu'autrefois. Bon, la valeur culinaire est très très faible, il faut bien le dire. C'est plus un problème par rapport à la pêche, hein. Les gens l'utilisent comme appât. Mais enfin, elle a encore des belles populations. Donc c'est une espèce qui est à l'inventaire SNIEF marine, hein, qui est déterminante. Une autre espèce en haut à droite, là, qui est une fougère. Woodwardia radicans, qui est une grande fougère qui fait presque 2 mètres de haut et plus, qu'on trouve uniquement dans le Cap Corse sur une seule station. L'origine de cette station elle est relativement inconnue, on pense quand même qu'elle est naturelle. Ce qui est curieux, c'est qu'on retrouve d'autres stations de cette espèce en plus grand nombre, notamment au Portugal, et puis je crois que c'est à Madère ou aux îles, il me semble que c'est à Madère, oui. Voilà, donc elle a une curieuse répartition. Puis en bas à droite, vous avez une nivéole, une petite plante qui est haute comme ça, qu'on trouve au printemps, en fin d'hiver, qui fleurit dans les aulnaies, qu'on retrouve également sur le continent. Vous voyez, donc toutes ces espèces, ce n'est pas des endémiques, mais présentent un intérêt patrimonial. Bon, alors au niveau d'un principe de la modernisation de l'inventaire SNIEF, un exemple qui ne concerne pas la région, puis de toute façon, c'est sans importance. Ici, vous avez une SNIEF qui est constituée de 3 petits morceaux, hein, 3 patatoïdes. Donc ça, on va considérer que c'était l'inventaire en 1990. Donc dans le cadre de la modernisation de l'inventaire, un certain nombre de compléments sont apportés sur la connaissance de ces zones. Donc là, vous voyez, vous avez du jaune, du rouge, des petits points, etc. En considérant que les inventaires sont homogènes et la bibliographie a été bien faite, on se voit que par exemple, il y a deux patatoïdes sur 3 pour lesquels il y a des informations complémentaires sur les espèces et les habitats déterminants. Et puis on voit qu'un des patatoïdes est resté vide, où il n'y a rien, apparemment.
ou même certainement, puisqu'ils ont dû bien faire leur travail. Par contre, vous voyez qu'à un endroit au-dessous, il y a des zones qui ont été identifiées avec des espèces déterminantes, hein, les petits pois bleus et rouges. Donc à partir de là, si vous voulez, avec le travail qui est fait avec les spécialistes et le CSRPN in fine et le muséum, donc la SNIEF va se retrouver modifiée dans son contour et dans son contenu. Voilà. Donc, vous voyez qu'une SNIEF qui a été légèrement, une SNIEF, un patatoïde qui a été légèrement agrandi, il y a un patatoïde qui a été créé pour cette SNIEF, et puis il y en a un autre qui a été supprimé. Donc ça, c'est un travail qui doit rester scientifique, il ne faut pas l'oublier. Donc, parfois, on travaille un petit peu au dire d'experts, mais néanmoins, la SNIEF n'est pas forcément toujours en agrandissement ou toujours à rétrécir, elle peut prendre des formes variables. Ça, c'est un exemple, effectivement, où vous voyez, on a créé finalement une nouvelle SNIEF quelque part, hein, et puis à côté de ça, bah, il y a un petit morceau qui a été supprimé. Bon, prendre un exemple ici en Corse, mais bon, c'est pas très. Je pense que vous êtes un peu loin, puis on voit pas trop clair. Là, c'est une SNIEF sur laquelle on a travaillé il n'y a pas très longtemps, donc on avait très peu d'inventaire, donc et en bibliographie quasiment rien. Donc à partir de là, on a été obligé de faire réaliser les inventaires. Donc vous voyez où il y a la grosse flèche noire. Là, chaque petite croix correspond à une espèce déterminante géolocalisée. Alors ça, c'est la synthèse. Il y a oiseaux, papillons, etc. À côté du papillon, là, qui est illustré, qui est un endémique, pas spécialement rare, mais qui est quand même intéressant, vous avez la géolocalisation des stations de papillons déterminants, parce que là, on a une liste d'espèces de papillons déterminants, parmi lesquels il y a pas mal d'endémiques d'ailleurs, et certaines très localisées. Voilà. Et en bas à droite, si vous voulez, je dirais que c'est la synthèse finale. Alors, j'ai pas mis la cartographie des habitats naturels, parce qu'on l'avait également, j'aurais pu. Hein. Vous auriez vu une carte en couleur magnifique, avec des... C'est très joli, hein, c'est artistique. Mais c'est d'abord scientifique, hein, il faut le préciser. Et in fine, si vous voulez, on arrive à un zonage qui se trouve en bas à droite. Alors, vous voyez, le trait violet la caractérise, si vous voulez, la zone d'étude, entre guillemets. Alors, quand nous, on demande à un bureau d'études, un prestataire, entre guillemets, ou à des scientifiques de travailler là-dessus, on leur donne un cadre. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas sortir du cadre. D'ailleurs, vous le voyez dans l'exemple suivant, c'est que par rapport au cadre, il y a des endroits qui n'ont pas été pris en compte, qui n'ont pas été mis en SNIEF, parce que finalement, il n'y avait pas grand-chose. Par contre, on est légèrement sorti du cadre à d'autres endroits. Voilà un peu le travail qu'on peut faire. Donc ça prend du temps. En général, on travaille sur un cycle annuel, voire deux dans certains cas. Mais bon, ça prend quand même pas mal de temps. Et puis ça coûte de l'argent. Alors ça, c'est un petit souci, parce qu'on a de moins en moins d'argent pour faire ça. Je vous parlais des collectivités tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a peu de collectivités qui sont volontaires pour faire ce genre d'inventaire, y compris dans le cadre de la révision de leurs documents d'urbanisme. Alors maintenant, ça commence quand même à se développer malgré tout, parce que notamment dans le cadre de l'Atlas des biodiversités communales, certaines communes ont fait des inventaires. Et bon, bah voilà, c'est quand même intéressant, parce que c'est notre patrimoine commun, hein, malgré tout. Hein.